Bonjour Abdi Takalbataï. Bonjour Benoît. Voilà, je suis très heureux de t'accueillir à l'occasion de Surfing Bitcoin. Toujours un plaisir aussi. Pour une interview, prendre de tes nouvelles et me renseigner sur l'état des cryptos. Je sais que oui, en plus, il y a de belles idées derrière ta tête. Ah oui, j'ai des idées, j'ai des grandes idées. Mais alors maintenant, j'ai pris pour habitude, avant de poser des tas de questions très sophistiquées et philosophiques. Quel est ta net worth? C'est pas loin, alors ça j'ose jamais, mais quel est ton portfolio? Quel est l'état de ton folio? C'est-à-dire, comment es-tu positionné? Moi, je suis avant tout positionné sur de l'illiquide. Là, tu es... Donc plutôt des deals, des investissements, etc. Du temps passé. Ouais, après j'ai des BTC, des Z, des Atomes. Ouais. En ce moment, en spot. Ouais. Et je fais pas de perp en ce moment. Et j'ai un peu de stable. Mais sinon, globalement. Est-ce qu'on sait pourquoi j'ai un peu diversifié aussi. J'ai un peu diversifié, même ailleurs, quoi. J'ai acheté un tableau, un autre. Là, j'achète une autre œuvre. Après, j'ai aussi des parts d'equity dans certaines boîtes. Donc voilà, j'essaie de, en proportion, c'est pas énorme. Et voilà, j'essaie de diversifier. Et après, j'ai pas mal de choses bloquées, à la fois en tant qu'investisseur early, et aussi en tant qu'advisor. Ok. Donc je suis soumis à des vestings ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est moins intéressant du point de vue des gens qui nous écoutent, parce que ce qu'on aime, nous, c'est essayer de répliquer la stratégie. Mais là c'est vrai que c'est souvent une demande, mais c'est compliqué l'accès, même finalement, pour nous, il est difficile aussi sur certains tours. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, c'est vraiment compliqué d'avoir accès à tout. Et sinon, sur le marché, oui, moi, voilà, l'autre altcoin que j'ai, c'est Atom. C'est marrant parce que je sais pas quand sortira la vidéo, mais il y a une vidéo avec ST Capital où on échange sur le futur troisième. Oui, c'est vrai que Atom est quand même pour moi un des mieux positionnés dans les layer one. Après, j'ai commencé à pas mal étudier tout ce qui est, toi tu appelles ça real yield, et c'est vrai qu'il y a en tout cas de tout ce qui commence à être des yields qui sont qu'on peut rationaliser parce qu'ils des tokens qui émettent vraiment du cash. Oui. Et donc ça aussi, j'ai commencé à bien me pencher sur un peu tous, et je pense que je vais rentrer progressivement. Ok. Parce que bon, là, la période n'est pas horrible. Mais moi, mon problème, c'est la macro, là, pour l'instant. Pour aller sur des altcoins moins valorisés, c'est quand même le plus gros problème. Et la liquidité. La liquidité, c'est-à-dire sur la partie liquide, j'aime bien rester bien liquide, on va dire. Mais oui, pouvoir vendre si jamais il faut pouvoir, pas de Nixel. C'est important. Ou FOMO. Oui, il faut pouvoir sortir. Voilà. Moi, ça a été ma leçon de 2021. Mais justement, alors là, je pense qu'on en a déjà parlé. Ça, c'est mes avant-dernières. Non, mes avant-dernières questions, ça sera les enseignements, mais on n'y est pas encore. Ça sera pour conclure avec une petite note de sagesse et de philosophie. Tu sauras faire ça. Voilà. Mais alors bon, ok, ton portfolio est principalement illiquide. Je suppose que c'est des positions que tu avais prises pendant le précédent bull market. Ouais. Pendant le bull market, il y a des trucs qui sont même un peu plus vieux, un peu pré-bull market. Il y a de tout. Idena, dont je parle souvent, par exemple, je considère que c'est liquide, même si c'est sur le marché. Sur le marché. Voilà, mais c'est liquide en vrai. Oui. Tu vois. C'est comme du venture. Même si le truc est déjà listé, c'est comme du venture. Tant que c'est pas sur un gros exchange avec plus de 100 millions, voire 500 millions de volume, c'est un truc qui est liquide. Oui, bon, enfin, moi, j'ai pas besoin, à titre personnel, de volume tel. Ouais, mais justement, il faut l'anticiper, le volume. C'est ce dont on parlera, du coup, à la fin. Mais le volume, à date, est important, parce que si ça augmente, il faut que le volume suive aussi, en proportion. Généralement, c'est le cas, mais c'est pas forcément le cas. Ça serait dommage d'avoir une appréciation énorme sur un token qui est liquide, nous, finalement, n'avoir qu'une appréciation théorique. Parce qu'au moment où tu sors, tu casses le marché. Ok, bon, mais c'est intéressant. Surtout si tu prends, moi ce que j'aime bien, c'est quand même prendre sur les trucs qui sont pas très liquides et petits, les small cap, c'est de prendre au moins 0,1% de la market cap. Ah ok, il y a une raison à ça? C'est plus facile à calculer en termes de profit, tu vois, par exemple. Mais non. Mais t'aimes avoir une part significative dans un projet. Parce qu'en fait, s'il y a une vraie explosion, ça permet de quand même avoir des vrais profits, quoi. Alors, c'est bête, mais un layer one, si ça explose bien, ça explose au-dessus du milliard. Oui. Si tu arrives à rentrer dans le layer one en dessous de 20 millions, si tu as 0,1%, le calcul est vite fait, tu vois, ça va devenir intéressant. Donc tu vises vraiment, donc ça c'est bon, c'est une question que j'avais, c'était ta stratégie perso ou voire pro, parce que tu es aussi... Ouais, mais pro, elle est différente par contre. Mais les deux m'intéressent, en fait. Pro, elle est, là, on va plus vers des produits de couverture,
pour avoir de l'exposition au spot, qui va être peut-être un peu minorée sur les profits, mais avec un drawdown extrêmement limité. Donc la gestion en bonne paire de famille. Bon père crypto. Non, c'est pas bon père crypto, c'est plus optimisation finalement, parce que maintenant il y a des produits, il y a beaucoup plus de produits dérivés, etc. Vous en avez parlé un peu avec Samy notamment, qui a invité Orbit il y a pas très longtemps sur la chaîne. Ce nouveau genre de produit permet de faire plein de choses. À la fois quand on les combine avec des yields dans la DeFi, à la fois quand on les combine avec du staking et ce genre de choses. Pour avoir des stratégies qui peuvent être intéressantes. Tu as un service que tu préfères aux autres pour fournir ces produits structurés? Orbit sont honnêtement top. Et alors moi, il y a une anecdote qui quand même m'a rempli de joie, qu'on avait découverte au Portugal. J'aimerais bien que tu m'en parles. C'est le plus grand trade, c'est l'un des plus grands trades de l'humanité. Donc c'est quand même, c'est pas rien, c'est assez peu connu. Donc ça a été traité dans les médias, mais je trouve que ça n'a pas été traité avec la qualité que ça nécessite. Et il faut mettre en lumière un homme dont l'identité est inconnue. Un être de lumière. Un être de lumière qui a fait le plus grand trade de l'humanité. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? Oui, alors pour quand même recontextualiser l'anecdote, c'était qu'on était à Breakpoint avec Benoît. On passait un bon petit déjeuner avec une belle vue sur Lisbonne. Et je me rappelle de l'article du fameux investisseur de Shiba qui s'est retrouvé avec 5,7 milliards, je crois, à l'ATH en Shiba. Avec une mise initiale de 8000. Et c'est ça qu'on allait regarder. Et c'est ça, voilà, ce qu'on allait regarder. Donc on s'est dit quand même, parce que peu d'articles ou pas d'articles traités de comment il en est venu à acheter ces Shiba, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, ça a été quelqu'un qui a fait une stratégie systématique. Voilà, c'est quelque chose à laquelle tu réfléchissais. Voilà, c'est quelque chose à laquelle je réfléchissais, parce que j'avais vu des threads Twitter assez intéressants de personnes qui avaient fait des tentatives de trades systématiques sur tous les shitcoins qui sortaient, en mettant une value stable, etc. À l'époque de la BSC, notamment. Oui, voilà. Il y a eu quand même... il y a eu des explosions, des bugs. Non, et surtout c'était quand même le royaume de la c'était les abysses. Voilà. C'était les abysses, on était, Donc, et puis, la stratégie de la personne en question dans le thread, si on regardait les numbers, ils étaient pas mauvais. C'est ça le pire. Parce qu'il y a de telles explosions qu'en vrai, ça marchait pas trop mal. En fait, pour résumer, tu te posais la question, si j'achète tous les shitcoins qui sortent avec une petite capitalisation, est-ce que dans le lot, il n'y en a pas un qui peut exploser, me rembourser tous les autres et faire un profit? C'est le genre de réflexion qu'on peut se poser dans mais là, en plus, en mode systématique, sans même avoir une logique de spray and spray, comme peut faire des VC, ou quand même, ils vont évaluer les dossiers, et ils savent que il va y avoir plein de pertes. Là, non, là, on achète tout. Voilà. Avec un petit montant défini, mais comme les multiples sont totalement dingues, dans le cas de notre ami Shib, on passe quand même de 8000 à 5,7 milliards. On est sur 10 fois 100. C'est incroyable. On est sur un multiple colossal. Colossal. Donc l'idée, c'est de se dire que ça peut se passer de nouveau finalement. Enfin, il y a des shitteries qui montent au sommet, il y en a quand même un paquet. Shiba a été dans des sommets incroyables. Mais voilà. Et donc tu étais dans cette réflexion. Voilà. Et alors ce qui est rigolo, c'est que tu tombes sur l'article. Sur l'article, un détenteur de Shiba Inu possède 5,7 milliards de dollars en Shiba. Et là, on regarde ensemble Etherscan. C'est la beauté en plus des cryptos de pouvoir voir tout ce qui s'est passé. Et en fait, on se rend compte que cette personne n'a pas mis juste 8000 $ dans Shiba comme ça. Il a acheté tous les tokens de chiens atroces, les queues melon. Il avait deux stratégies. Les tokens de Star, même crypto, et les tokens de chiens. Et quelques chats peut-être. Mais il avait tous les Floki Inu, les Dogelon, toutes les horreurs qui pouvaient sortir. Donc lui, il les accumulait. Voilà, il les accumulait, et avec quand même une sympathie particulière pour Shiba. Et c'est vrai qu'il s'est surexposé à Shiba, on ne sait pas pourquoi. Alors je crois qu'il n'a pas respecté ta règle des 0,1%, je crois qu'il a jusqu'à combien? Mais c'est 10 ou 12, je crois qu'il a 10 ou 12% de la supply. Il a eu un petit coup de foot pour Shiba, et ça, il commence 400 jours avant l'ATH de Shiba. Oui, il commence au tout début, c'est-à-dire qu'il est dans sa quête de petits shitcoins. Et alors il a quand même une stratégie d'investissement qui est relativement conséquente, puisque je crois qu'on avait regardé, il avait mis 20 000 €. Voilà. Il a mis 20 000 €. 20 000 € en dépensant sur sa cagnotte de 20 000 €, 8 000 € sur Shiba, qui était clairement son élu. Voilà. Et après, voilà, il avait du Camelon, du machin, du truc aussi, du Cuban, tout un tas d'horreurs sans nom.
Et là commence l'histoire. Là commence l'histoire. C'est-à-dire que, le imaginez le hodl, comment dire, stratosphérique. Quoi, dire. Vous avez des Shiba. Et là, 8 000 euros de Shiba. 8 000 euros. Et là, vous commencez déjà, allez, on va dire, à avoir 100 000 balles. Oui. Non. Pas de take profit. C'est ridicule. Pas de take profit. 1 million. Pas de take profit. 10 millions. Alors qu'on est quand même sur Shiba. Oui, c'est pas le truc le plus rassurant de l'histoire. C'est pas holder des Ethereum, quoi. Et derrière, 100 millions. Non. Pas 1 centime, 500 millions, pas 1 centime, 1 milliard. 1 milliard. Il y a quand même pas beaucoup de milliardaires sur Terre. Oui. Non. Et quel était son projet? Ah, mais le projet, moi j'ai l'impression qu'il voulait être l'homme le plus riche de la planète, quoi. Il était parti jusqu'au sommet. Et donc arrive un instant où finalement quelqu'un a perturbé sa tranquillité. Le fameux article. Les articles disant qu'il y avait ce holder de Shiba. Et là, il a envoyé, là, j'ai plus les chiffres en tête, je crois qu'il a envoyé 800 millions vers Coinbase. Donc, il a probablement fait un petit TP. Oh. Parce que la beauté de la chose, c'est qu'en plus, il est tombé sur le shitcoin qui a gagné en liquidité pendant le bull market. Qui a pris le plus. Et qui a même été sur Coinbase. Je veux dire, là, il avait une voie de sortie. Oui. Il avait une voie de sortie. Et bon, ben, j'espère, je sais pas où est cet homme, mais j'espère que... on aimerait le rencontrer. Ah, on aimerait le rencontrer. On fait un appel si quelqu'un connaît cet homme qui nous le présente, même s'il veut rester anonyme, parce que c'est quand même incroyable. Là, on a quand même des nerfs en acier trempé. Et bien voilà, oui, ça c'est les vrais mêmes diamants. C'est-à-dire que donc pour résumer, on a quelqu'un qui a acheté 8 000 euros de Shiba Inu et qui ne l'a pas vendu avant que ça mesure plus de 5 milliards. Alors il l'a pas vendu forcément au plus haut, ça valait peut-être un peu moins, mais il a fait ça, c'est un hodl de qualité. Et sachant qu'on a regardé, et l'adresse est active. Et oui, voilà, et parce que dans les supputations, on s'est dit, bon, cet homme, il a forcément oublié ses Shiba, il s'en souvient pas, il s'est réveillé dans le long coma et il s'est rendu compte qu'il avait gagné des milliards, et là, il s'est mis à vendre. Non, c'était un hodl conscient. Et donc, voilà, c'était une petite anecdote. C'est une anecdote, mais qui est quand même jolie. Mais je sais pas s'il y a je savais que George Soros a fait un trade, je crois, à 1 milliard et qu'il a fait sauter la Banque d'Angleterre. Donc bon, le personnage est discuté et discutable, mais en tout cas, son activité de trader est remarquable. Mais là, on a un trader de Shiba Inu qui a fait un trade à plus de 800 millions en 400 jours. Donc c'est quand même assez sympa. Très beau. Alors, et amusant surtout. Amusant, et ça dénote la puissance du buy and hold. Ah oui. Tu vois, donc ça c'est clair. Buy and hold, parfois on trade, on s'ennuie, alors qu'il faut tenir. Voilà. Simplement. Voilà. Bon, après, évidemment, ces autres coins sont tous tombés dans l'oubli, et finalement, il aurait pu faire un grand plouf, mais... Oui, il aurait pu faire un plouf total. Oui, sans Shiba, c'est le plouf. Après, il a dû avoir d'autres choses qui ont dû faire des petits multiples. Et cachés par l'explosion de Shiba. Mais il avait des floqués Inu, je crois, des trucs comme ça qui ont aussi... Qui ont bien parfait. Ça a perfait aussi ces trucs-là de manière atroce. Donc les monnaies de chiens, il faut jamais sous-estimer les monnaies chiens. Et un bon hodl, et puis voilà, un courage. Mais c'est pas un conseil d'investissement, évidemment. Sûrement pas. Mais ça méritait d'être noté. Ok, et bien, passé cette anecdote, qu'est-ce que toi, pour revenir à un sujet plus sérieux, quelles sont les tendances crypto 2022 que tu vois? Donc moi, je pense évidemment au merge, donc avec le proof of stake, peut-être au retour de l'anonymat. Le real yield, t'en as parlé? Ouais, le real yield, moi je pense que il va y avoir beaucoup de changements dans les tokenomics. Est-ce que tu définirais le real yield? Non, mais c'est le fait que c'est en fait d'assumer enfin que les protocoles fassent du cash au lieu de passer par des circuits totalement alambiqués ou d'avoir des tokens qui génèrent jamais de cash ou des tokens qui ont juste finalement la gouvernance sur un trésor commun, donc qui est du cash mais qui est pas directement versé. T'as des idées en tête? Une des raisons, c'est parce qu'il y avait le risque des securities. Mais sinon, il y a un très bon article d'Arthur Hayes sur le sujet. Oui. Mais en gros, c'est celles qui sont identifiées en tout cas là par tout le monde. C'est clairement, il y a GMX, il y a LuxRare, il y a des choses comme ça. Et c'est assez, comment dire. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que malgré tout, c'est pricé dans Uniswap aussi. C'est-à-dire qu'Uniswap, le token n'a pas de yield. C'est vrai. Mais c'est pricé tout comme. Mais disons qu'on le joue. C'est un token qui sert à rien, mais qui pourrait servir à récupérer une partie des profits générés par Uniswap qui sont très conséquents. Donc ça, c'est un beau gamble. Ouais. Mais non, parce que ça vaut déjà assez cher. Parce que c'est déjà pricé. C'est vrai. C'est déjà pricé. Donc c'est là aussi, il faut faire gaffe. Mais je pense qu'on a un peu on est un peu dans la même période du moment où il y avait les startups internet, on va dire, où elles faisaient pas du tout de cash, où elles faisaient que burner, les venture investissaient pour avoir de la grosse.
pour espérer un rendement futur, Uniswap, c'est un peu ce cas de figure, en fait. Et je pense qu'on va l'avoir sur pas mal de tokens où, en fait, le service marche très bien, mais le token n'est pas encore activé pour des raisons parfois légales, pour des raisons parfois autre chose. Mais c'est clair que je pense qu'on évolue beaucoup là-dessus. C'est beaucoup plus assumé qu'avant de faire des tokens comme ça. Un des plus connus, c'est CRV. CRV, voilà. Maker aussi. Ouais, Maker. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de valoriser beaucoup plus facilement, enfin beaucoup plus, on va dire, rationnellement, parce que ça permet d'avoir des expectatives de cash à la fin d'une période spécifique d'investissement ou ce genre de choses. Donc ça change quand même beaucoup la nature des actifs. Et c'est là où je dis que pour moi, il va y avoir beaucoup de changements dans les tokenomics, parce que pour moi, ce qui a vraiment mis... Bon, il y a CRV avec les V tokens, mais il y a aussi tout ce qui est Olympus DAO, qui pour moi a vraiment apporté beaucoup de choses, même si c'est... c'est du fake lead, Olympus. Olympus, non, Olympus, ça a été... T'as une petite sympathie pour Olympus. J'ai une grande sympathie pour Zeus Olympus, clairement. Non, Olympus, là où c'est coquin, c'est que finalement, il y a peu de gens qui comprenaient Olympus. Oui, je plaide coupable. C'est ça tout le problème. Mais en fait, Olympus, ça pouvait se valoriser très précisément, parce que le yield futur, il est connu. Donc la dilution future, elle est connue. Oui. Le protocole, il backait $1 par OHM, et c'est les règles du protocole, elles sont comme ça. Donc en fait, on pouvait calculer si le token était overpricé ou pas par rapport à l'émission future. Oui. Et par rapport à son trésor à l'instant T. Oui, donc pour moi, le game était assez fair. Mais ce qui était surtout intéressant dans Olympus, c'est qu'ils ont vraiment mis au centre la protocole on liquidity. Oui. Et donc ça, c'est un truc très important, parce que ça évite le mercenariat. C'est-à-dire qu'il y a plein de mercenaires qui vont déposer de la liquidité juste pour choper les tokens, puis qui les dumpent. Enfin, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de changements dans les tokenomics qui vont permettre d'avoir plus d'alignement partout, et y compris sur les layer 1 ou les layer 2, où finalement, on n'est qu'au début de l'automatisation de ces fonctions financières. Donc ça va être, je pense, une des grosses trends d'arrêter d'avoir des shitcoins qui ne marchent qu'à l'inflation. Ils marchent que soit à l'inflation, soit à la hype, et être plus dans du concret. Mais ça risque de baisser aussi parfois les valorisations, parce que les valorisations concrètes, elles peuvent être moins délirantes. Oui. Et je pense qu'on va aussi de plus en plus avoir une séparation entre les spéculateurs et les investisseurs actifs. Qui, eux, veulent participer à la gouvernance, etc., avec des mécanismes de lock. Et on va peut-être même avoir des espèces de dissymétrie de marché à terme entre, je pense, les tokens activés et les tokens non activés dans la gouvernance. Mais alors... C'est comme du staking sur un layer 1. C'est-à-dire que ceux qui stake auront plus de droits que ceux qui stakent pas. Ceux qui votent peut-être auront des avantages que les autres n'ont pas, pour inciter les gens à prendre une part. On voit aussi que les DAO évoluent beaucoup, que la gouvernance on-chain, ça va l'être de plus en plus. Finalement, ça, pour moi, c'est une des grosses trends, on va dire, tokenomics, DAO. Qui se rapproche de la finance traditionnelle, hein, c'est-à-dire que c'est le price to earn, c'est-à-dire... Qui se rapproche de la finance traditionnelle, mais surtout qui peut la dépasser. C'est ça qui est beau. Et qui peut être adopté aussi par la finance traditionnelle. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pense vraiment qu'on va vers un monde où tout est tokenisé. C'est la meilleure proof of ownership qu'on puisse avoir. C'était une trend. Est-ce que je voulais... Il y a forcément le merge. Est-ce que tu as une pensée éclairée sur le proof of stake? Moi, j'ai un problème avec le proof of stake qui va pas te plaire, Benoît. C'est que déjà, c'est plutocratique. Mais moi, je me suis adonné à la plutocratie dans les cryptos vivement, avec notamment le passage EOS. C'est pas forcément un très bon souvenir en ce qui me concerne. Donc, il y a l'aspect plutocratique qui est gênant. Il y a l'aspect qu'on passe sur un système finalement qui a une sécurité physique, donc quasi thermodynamique. Tu peux pas tromper la physique. Alors que la théorie des jeux, c'est trompable, parce que dans un système en proof of stake, le dernier rempart, c'est le consensus social. Donc c'est la théorie des jeux, c'est les intérêts, finalement, et les incitations qui doivent faire que ça fonctionne bien. Mais si Ethereum n'a plus de value, le stake n'a plus d'intérêt. Si des gens ne veulent pas vendre dette, des gens ne peuvent pas entrer sur le réseau. C'est plus cher. Non, mais c'est dépendant de la liquidité. Oui, S'il n'y a pas de liquidité, on ne peut pas devenir validateur.
il y a une concentration en plus qui se fait mécaniquement parce que ça coûte pas très cher d'avoir un validateur. Donc des gens très riches pourraient avoir beaucoup d'aides avec des validateurs. C'est eux qui bénéficient de l'inflation. Le nombre de tokens il diminue tout en ayant une déflation. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de l'inflation du taux en ayant une déflation de la masse. Donc en fait ils deviennent de plus en plus riches, de plus en plus riches. En plus ils deviennent en unrealized, ils deviennent extrêmement. C'est une opportunité de le devenir. Ah bien sûr. En achetant des Ethers et en les stakant, alors en les déléguant chez quelqu'un. L'expérience fonctionne. Voilà. Là, c'est plutôt bien parti, entre guillemets. Donc, si le merge se passe bien, le sharding, n'en parlons pas. Oui, c'est lointain, on a gagné. Voilà. Mais bon, si le merge se passe bien et que la narrative des L2 se passe bien aussi. Donc, finalement, il y a énormément de fees qui sont payés chaque jour grâce à tout ce qui est fait sur le L2. Bon, ben c'est vrai que ETH va devenir... c'est potentiellement un placement incroyable, au prix où c'est, entre guillemets. Là, c'est pas du tout un conseil non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, la valeur, elle peut... Mais c'est un moment historique, quand même. Le passage de la seconde crypto d'une techno proof of work vers un consensus proof of stake. Et moi, je pense que le flippening va se passer. Ah, voilà. Bon. C'est pas ce que je souhaite nécessairement. Oui. Et je pense pas que ce soit en plus forcément le meilleur play pour les cryptos. Parce que si ça flippe, ça veut dire que le réseau ETH, il va commencer à être grappillé par des grosses institutions qui vont devenir validateurs. Ça, oui, c'est je l'ai dit dans d'autres endroits, mais pour moi, c'est le bon du cyberespace. En gros, ETH. C'est-à-dire que il y a des bons du trésor, et bien ETH, ce sera le bon du cyberespace. Ok. Ça permet d'avoir un rendement sur l'activité, la bonne santé du cyberespace. Ok, donc philosophiquement, t'es pas forcément fan du proof of stake. Économiquement, c'est peut-être un bon plan, par contre. Techniquement, qu'est-ce que t'en penses? Techniquement, après, globalement, ça marche, bien sûr. Globalement, ça marche. Mais c'est pas... Mais c'est loin d'être ultime, quoi. C'est ce que je veux dire. Oui, de toute façon, on avance par tâtonnement. Donc, on a vu, tu nous as parlé de ton folio, tu nous as parlé des tendances, tu nous as raconté cette anecdote folle. Est-ce que, alors moi j'ai des questions, mais très rapidement, les NFT, est-ce que tu en as, est-ce que tu t'intéresses? Ok. Je m'intéresse techniquement parlant, parce que je pense que ça a plein d'utilités pratiques. Oui. Mais je préfère l'aspect NFT pratique que NFT collectible, entre guillemets. Par exemple, les NFT pour l'identité. Il y a plein de cas d'usage que tu regardes émerger. Bon, mais aussi pour justement dans tout ce qui va être DAO, pour tout ce qui va être vote, identifier quelqu'un. Enfin, il y a plein de choses intéressantes avec le NFT en tant que de JPEG. Je pense qu'on va justement, ça va linker avec la dernière question, mais c'est aussi pour la liquidité que je suis pas dans le NFT. Ah oui, voilà. Oui. Parce que moi, ça m'intéresse pas, quoi, d'être lock sur un truc, sur une image, même si, bon, sur les gros trucs, il y a quand même de la liquidité. Mais j'ai une petite crainte, quoi, qui est toujours là. Eh bien, effectivement, ça link sur la dernière question, parce que la dernière question, c'est tes enseignements dans la crypto. Tu es dans la crypto depuis combien de temps? 2013, 9 ans maintenant. Donc 9 ans, je veux dire, tu as dû avoir des erreurs, des fiertés, et tu as dû retenir quelques leçons. Est-ce que tu pourrais nous en faire part et faire gagner du temps? Pour moi, c'est la leçon, c'est vraiment la liquidité. Oui. Donc toujours faire gaffe, finalement, à la liquidité du marché sur lequel on est. C'est bien beau d'entrer. Voilà. Et il faut toujours penser à comment va se passer la sortie. Et ça, c'est vraiment très important. Et la sortie, surtout quand ça se passe mal. Oui, parce que quand ça se passe bien, c'est important aussi, parce qu'être bloqué avec des super profits, mais sans pouvoir sortir, c'est quand même un peu couillon. Donc toujours anticiper la sortie. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai sur un trade. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en mai 2021, sur un trade, je rentre sur Atom en perp avec un montant assez conséquent, on va dire, par rapport à l'open interest qu'il y avait sur le perp de FTX. Et il s'avère que déjà à l'entrée, j'avais dû séquencer mon ordre pour pouvoir rentrer. Oui. Mais ça, je l'ai. Oui, tu l'as bien vécu. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je séquence mon ordre pour rentrer. Bon, ben c'est pas grave. C'est à d'autres. Sauf que si je le séquence en rentrant, ça veut dire qu'en sortie, je dois le séquencer aussi. Oui. Et surtout quand il y a le market, il crache de 40% en 2 secondes. Donc, j'ai eu une simple pop-up de FTX qui m'a dit non quand j'ai voulu vendre. Donc, voilà. Non. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur market sell. Oui. Non. Parce que sinon, j'ai explosé le carnet d'ordre et du coup, je liquidais tout le monde. Donc ça, c'est un premier enseignement pour moi, la liquidité, ça c'est vraiment très très important. Oui, mais surtout quand on va dans les shitcoins, c'est-à-dire que quand on baisse dans le market... Là, c'était Atom, quoi. Oui, Atom, c'est pas... Donc c'est là où... Non, mais c'est par rapport au sizing. C'est par rapport au sizing. Un produit sophistiqué, je sais pas... Non, c'était le sizing.
Okay. Le sizing, en fait, il faut être... je pense, vraiment, il faut pas trader un truc en étant plus de 0,1% pour le coup de volume journalier. Quelque chose comme ça. Il faut vraiment se limiter, quoi. Surtout si, en tout cas, si on est sur une expectative de pouvoir sortir tac, à tout moment, quoi. Oui. Donc ça, pour moi, c'est un des gros enseignements. Après, c'est le rage kit. Le rage kit, ça coûte cher. Oui. Donc moi, ce que je conseille, maintenant, je me dis à chaque fois que je rage kit, je garde la moitié de ce que j'avais. Ah ok. Si je rage kit, tu dis un truc. Mais c'est une façon de séquencer. Oui. Non, mais parce que toi, tu l'as vécu aussi le rage kit, hein. Oui. Sur Ripple, t'as rage kit. Juste avant l'explosion. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais rage kit plein d'altcoins juste avant l'explosion de 2017. Oui. Où j'avais repris les BTC. Allez, et en fait, j'aurais dû rester. Donc le rage kit, ça peut coûter cher. On rejoint la puissance du hodl. Oui. C'est vrai. Et après, il y a toujours la logique d'investir dans ce qu'on connaît. Oui, bien sûr. C'est toujours mieux quand même d'avoir un espèce de prorata de ce qu'on connaît. Mais ça rejoint la leçon de Olympus Dero où les gens s'investissaient. And there is no free lunch aussi, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est jamais oublié. Ça, c'est plutôt Terra. Voilà. There is no free lunch. Ah oui, voilà. Et quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Eh bien, merci pour ces enseignements. Et j'espère qu'on se retrouvera merci à toi, Benoît. Merci à ceux qui nous regarderont. Merci.